On pense souvent que nos amitiés, nos amours, c'est juste une question de sentiments, non? Mais en fait, la science nous raconte une histoire bien différente. Nos liens sociaux sont en réalité dictés par un câblage biologique hyper puissant, profondément ancré dans notre cerveau. Et de notre naissance à notre mort, ce câblage-là, il influence directement notre qualité de vie. Alors, imaginez un instant. Et si la solitude, ce n'était pas juste une émotion passagère, mais un besoin biologique, un signal d'alarme aussi fondamental que la faim ou la soif? Rien que cette idée, ça change complètement notre façon de voir le besoin de connexion. Pour bien piger ça, il faut imaginer qu'au plus profond de notre cerveau, il y a une sorte de thermostat, un thermostat social caché. C'est lui qui, en permanence, régule notre besoin d'être avec les autres. Et attention, ce thermostat, ce n'est pas juste une jolie image. Non, non. Les scientifiques ont un vrai nom pour ce système interne. Ça s'appelle l'homéostasie sociale. Alors, l'homéostasie, c'est quoi? C'est tout simple. C'est la capacité d'un système à rester stable, à garder son équilibre. Pensez à la température de votre corps, par exemple. Eh bien, notre cerveau, il fait exactement la même chose pour nos relations. Il cherche constamment à maintenir un niveau de connexion sociale qui soit juste comme il faut. Ok, alors comment ça marche ce circuit? En fait, c'est assez simple. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on a un détecteur. Lui, il jauge la qualité et la quantité de nos interactions. Ensuite, un centre de contrôle, bien au chaud dans le cerveau, qui analyse tout ça et décide quoi faire. Et enfin, un effecteur. Et c'est lui qui nous met en mouvement, soit pour chercher du contact, soit au contraire pour prendre un peu de distance. Allez, maintenant, on va s'intéresser au carburant de ce moteur, l'étincelle qui met tout ça en route. Et c'est un produit chimique qu'on croit tous connaître, mais qui est en réalité plein de surprises. Oui, le moteur de notre envie d'être avec les autres, il tourne grâce à une molécule assez surprenante. Et son rôle, ce n'est pas du tout celui que la plupart des gens imaginent. Alors, c'est le moment de casser un mythe. Le mythe, c'est que la dopamine est la molécule du plaisir. On se sent bien, donc on en libère. Faux. La réalité, c'est que c'est la molécule de la motivation. Elle n'est pas libérée quand on a la récompense, mais juste avant pour nous pousser à la chercher. C'est toute la différence. C'est le désir, l'élan, pas le plaisir lui-même. Et tenez-vous bien, parce qu'il y a une découverte qui illustre ça de manière incroyable. Des chercheurs ont trouvé un groupe très précis de neurones à dopamine dans une zone qui s'appelle le noyau du raphet dorsal. Et le truc dingue, c'est que quand ces neurones s'activent, ils créent un sentiment de solitude. Ça paraît bizarre, non? Mais en fait, c'est génial. C'est ce sentiment de manque, cette faim sociale, qui nous motive à nous connecter. Et si on inhibe ces neurones, hop, le sentiment de solitude s'envole. Ok, maintenant qu'on a ça en tête, voyons comment ce modèle de la dopamine peut complètement changer notre regard sur un truc aussi courant que la différence entre introverti et extraverti. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'on est introverti? La réponse de la neuroscience risque d'étonner pas mal de monde. Encore un mythe à déboulonner. On dit souvent que les introvertis n'aiment pas les interactions sociales. La réalité neuroscientifique est bien plus subtile. Leur cerveau libère en fait plus de dopamine pendant une interaction. Résultat, ils sont plus vite satisfaits, ils en ont besoin de moins. Et à l'inverse, les extravertis, on les imagine accros aux gens. En fait, pas du tout. Leur cerveau libère moins de dopamine. Ils ont donc besoin de plus d'interactions pour ressentir la même satisfaction. Ce n'est pas une question d'aimer ou pas, c'est une question de sensibilité. Bon, on a vu ce qui se passe à l'intérieur, dans la mécanique du cerveau. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe à l'extérieur, les comportements concrets qui permettent de bâtir des liens vraiment solides. Parce que pour créer des liens vraiment forts, ça ne suffit pas de bien aimer quelqu'un. Non, ça se construit sur 2 types de synchronisation, 2 piliers bien distincts. Le premier pilier, c'est l'empathie émotionnelle. On pourrait appeler ça ressentir ensemble. Et là, on parle de synchronisation physiologique. C'est très concret. Nos corps se mettent littéralement au même rythme. Le cœur, la respiration, tout s'aligne. C'est une connexion presque invisible, totalement subconsciente. D'ailleurs, des études ont montré que le simple fait d'écouter la même histoire peut synchroniser les rythmes cardiaques des gens, même s'ils ne l'écoutent pas en même temps. C'est fou. Et le deuxième pilier, c'est l'empathie cognitive. Là, on est dans le penser ensemble. C'est une synchronisation mentale. C'est ce sentiment incroyable de compréhension mutuelle. Cette impression qu'on arrive à saisir comment l'autre pense et qu'il saisit comment on pense. Et attention, le point crucial ici, ce n'est pas d'être d'accord sur tout. Non, c'est de partager une même compréhension du monde de l'autre. Pour finir, il est crucial de rappeler à quel point ces liens sont importants d'un point de vue purement biologique. Ça va bien au-delà du simple bien-être psychologique.
Alors, si la dopamine est le moteur qui nous pousse à chercher les autres, il y a une autre hormone, l'ocytocine, qui joue le rôle de la superglue. C'est elle qui va cimenter ces liens sur le long terme. Elle est hyper importante pour l'attachement, la confiance. Et plus on se sent proche de quelqu'un, plus on en libère. Et toute cette biologie, ça explique aussi quelque chose de très universel. Pourquoi les ruptures amicales ou amoureuses font si mal? C'est simple, quand un lien important se brise, notre cerveau est littéralement privé de ses sources principales de dopamine et d'ocytocine. On est en véritable état de sevrage, un manque purement neurochimique. Il y a une citation de la neuroscientifique Lisa Feldman Barrett qui résume tout ça à la perfection. Elle dit « Nous sommes des systèmes nerveux qui influencent d'autres systèmes nerveux. » Au fond, nos biologies sont connectées les unes aux autres. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question que chacun peut se poser. Au final, comment est-ce que nos connexions aux autres nous façonnent au plus profond de qui nous sommes?